Merci d'être venu à ce moment exceptionnel organisé par Damir. Nous avons choisi de démarrer nos activités culturelles et artistiques, sociales, politiques aussi, par un moment de réflexion sur les fondamentaux, sur les idées qui fondent un petit peu la pensée humaine. Et nous n'avons pas trouvé mieux qu'un penseur complexe et aussi profond qu'est Edgar Morin, qui est l'une des personnalités et l'un des penseurs de notre temps les plus libres et les moins dogmatiques. Ce soir, il nous parlera, comme vous l'avez vu, dans sa conférence ou dans son intervention, d'une notion très importante qu'on a tendance à oublier, surtout quand on s'enveloppe derrière des idéologies et derrière des ismes. Il s'agit de l'humain. Comme il me le disait il y a un instant, on peut enseigner plein de choses dans notre enseignement, mais on ne parle jamais de l'humain. C'est-à-dire qu'on ne revient pas sur la chose même qui a fondé notre réflexion sur notre vie, sur notre devenir et sur notre être. Mais avant de lui donner la parole, je donnerai la parole à Latifa Ahrar qui lira un petit mot au nom de Damir. Et après, on reviendra à M. Edgar Morin. Merci. Azul Filaoun, Massa al-Khir, bonsoir. Je remercie tous les membres et le président de Damir qui m'ont chargé de lire ce texte. Mesdames et messieurs, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Nous avons le plaisir ce soir d'inaugurer notre cycle de conférences avec un invité de marque. Il s'agit d'Edgar Morin. Edgar Morin. Philosophe, sociologue, l'un des penseurs majeurs de notre temps, dont l'œuvre abondante connaît un rayonnement international. Initiateur du concept de pensée complexe, Edgar Morin exerce une forte influence sur la réflexion contemporaine. La méthode, son œuvre majeure affronte la difficulté de penser la complexité du réel. Edgar Morin, observateur de dérèglement du monde, il produit une réflexion dont le fil d'Ariane cherche un chemin vers l'avenir. Allons-nous vers des catastrophes en chaîne? C'est ce qui paraît probable si nous ne parvenons pas à changer de voie, écrit-il en 2011. Edgar Morin. Edgar nous fait l'honneur d'être membre du comité d'honneur de Damir, à côté de Nawal Saadawi, Adonis, Abdellatif Labi, Mohamed Shafiq, Marcel Khalifa et Feu Afif Al-Khdar, qu'il trouve ici la marque de notre profonde reconnaissance. Merci Edgar Morin. Cette conférence est l'une des premières manifestations du mouvement Damir, qui inscrit son action dans le dynamisme et la dynamique sociétale de notre pays, tout en ayant à l'esprit que notre devenir est plus que jamais lié à celui de l'humanité entière. Damir, nouvellement créé, est l'expression d'une volonté assumée qui aspire à contribuer avec toute la clairvoyance possible aux efforts déployés par tous les démocrates et humanistes militants afin d'inscrire notre trajectoire nationale dans l'élan moderniste de notre temps.
d'Amir. Démocratique et humaniste épris de justice sociale, adossant son action au principe universel des droits de l'homme. L'action de Damir sera faite de réflexions, de contributions au débat de société, de propositions, bref, de participation active à la dynamique vive de notre société, en pleine mutation, contre tout obscurantisme ou conservatisme. Notre hôte ce soir et notre partenaire n'est autre que la fondation de la mosquée Hassan II de Casablanca, qui s'est assignée une mission de rayonnement culturel au sein de la ville de Casablanca et dont les actions et les activités ont démarré tout récemment en 2010. Nous la remercions pour son engagement auprès de nous pour réussir cette entreprise. Un dernier mot pour dire merci à la RAM dans l'accompagnement effectif qu'elle a tenu à exprimer dans la réussite de cette action. Bienvenue à cette conférence. Marhaba bikoum, Edgar Morin. Mesdames et messieurs, cher ami Salah, qui m'a invité au nom de l'association Conscience, j'ai été très heureux de répondre à cet appel, pas seulement par amitié, mais aussi parce que ce mot de conscience avait pour moi, était pour moi un des mots les plus importants, les plus beaux qui puissent apparaître chez un être humain. Il faut dire que la conscience est peut-être le fruit ultime et le plus précieux de l'esprit humain ou de la condition humaine. La conscience, ce n'est pas seulement le savoir, ce n'est pas seulement la connaissance. Vous savez que les animaux connaissent leur nourriture. Nous savons que notre organisme lui-même sait faire fonctionner notre foie, notre cœur, nos poumons. Nous avons beaucoup de connaissances en nous, dans le monde, mais cette connaissance, elle n'est pas consciente d'elle-même. Et il faut dire que nous avons acquis la conscience aussi grâce au langage, parce que le langage nous permet de réfléchir. Il faut savoir ce que l'on sait. Il faut, disons, connaître ce que l'on connaît. La conscience est quelque chose de réflexif qui revient sur nous-mêmes. Et c'est une chose qui apparaît très tardivement et qui est très fragile. Notre conscience est comme la petite flamme d'une bougie qu'un vent mauvais peut éteindre. Le vent mauvais, c'est la colère, la passion, l'irritation. Nous perdons conscience. Et puis il faut dire qu'il ne suffit pas de croire qu'on a conscience, on peut avoir une fausse conscience. C'est une chose très difficile. Et puis vous savez qu'il y a deux formes de conscience, la conscience morale, qui est quelque chose de très important, mais vous avez aussi la conscience intellectuelle, et les deux sont liés parce que si vous n'êtes pas conscient, si vous voulez faire le bien et que vous utilisez des mauvais moyens pour faire le bien, vous ferez le mal, alors que vous avez besoin d'être conscient intellectuellement pour pouvoir que votre conscience morale puisse effectivement être efficace. Et puis, la conscience a quelque chose de tardif par rapport à l'événement. L'événement nous secoue, nous ne comprenons pas ce qui se passe. Nous voyons par exemple ce qui s'est brusquement, une grande manifestation en Ukraine, à Kiev, tout ça. Et qu'est-ce que se passe-t-il ? Nous apprenons des choses, mais nous ne sommes pas conscients. Il nous faut beaucoup d'éléments d'information, beaucoup de connaissances, beaucoup de débats pour essayer de comprendre ce qu'est l'Ukraine, son histoire, sa complexité, etc. et tous ces événements. De même, quand il y a eu l'attaque des 2 tours de New York, nous avons été saisis, frappés, et nous avons eu le temps pour prendre conscience de quoi il s'agissait. Encore, on n'a pas encore pris totalement conscience.
Donc, si vous voulez, nous avons besoin de conscience parce que nous sommes dans un monde où nous risquons sans cesse l'erreur, l'illusion, et dans cette... parce que la connaissance n'est pas toujours fiable, et donc la conscience est le bien, sans doute, le plus précieux, qu'il faut entretenir, qui doit être vigilant. Donc, si vous voulez, voilà, donc c'est ce qui m'a vraiment attiré dans ce titre, dans cette conscience, c'est cette volonté, dans un monde incertain, dans un monde difficile à comprendre, cette volonté d'avoir à la fois la conscience juste de ce qui se passe et la volonté d'avoir la bonne conscience, la conscience bonne, celle qui puisse faire le bien pour tous. Alors, là-dessus, j'en arrive à ce mot humanisme. Ce mot humanisme, nous l'employons très souvent et nous savons, grosso modo, ce qu'il veut dire. Ce qu'il veut dire, c'est qu'il faut être bienveillant à l'égard des autres humains. Il faut les respecter, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur nationalité, quelle que soit leur religion, quel que soit leur sexe, quel que soit leur âge. Nous savons ça. Et l'humanisme est une vertu qui est un caractère général, parce que les êtres humains sont très divers. Et d'ailleurs, nous allons revenir sur cette idée de la diversité humaine, de la diversité des cultures, ce qui est quelque chose qui est primordial dans l'humanité. Parce que l'humanité, qui est une, nous sommes tous un, nous sommes tous semblables, nous avons tous le même patrimoine génétique, la même anatomie, la même physiologie, la même capacité de sentiment, d'émotion, d'amour, mais chacun de nous est différent des autres par le caractère, par le visage, et les cultures sont toutes différentes les unes par rapport aux autres. C'est unité dans la diversité. La diversité, c'est le trésor de l'unité humaine, et l'unité humaine, c'est le trésor de la diversité humaine. Donc, l'humanisme, le vrai humanisme, doit comprendre que les autres sont à la fois semblables et différents de nous. Pas seulement semblables, parce que ceux qui sont seulement semblables, ça veut dire qu'on va écarter ceux qui sont différents, mais ceux qui sont seulement différents, c'est pas vrai, parce que bien qu'ils soient d'une culture différente, ils ont quand même les mêmes capacités de souffrance, de bonheur, d'amour que nous. Donc, voici une chose importante. Mais une fois que nous avons dit ça, mais qu'est-ce que c'est que l'humain? Alors nous avons beau regarder dans nos programmes scolaires, on n'étudie nulle part ce que c'est qu'être humain. À l'université non plus. Alors oui, qu'est-ce qu'on étudie? On a des sciences humaines, mais ces sciences humaines sont compartimentées. La psychologie, la sociologie, l'économie, l'histoire. Et vous vous rendez compte aussi que quand vous êtes dans la psychologie, vous tendez à ne voir que l'individu et vous oubliez la société. Mais quand vous êtes dans la sociologie, vous voyez surtout les structures sociales et les individus sont comme des marionnettes dans cette société. Donc, si vous voulez, les sciences humaines découpent la réalité humaine sans s'en rendre compte. Et quant à l'économie, elle donne des calculs très intéressants, mais le calcul ne peut pas savoir ce que c'est que l'amour, la joie, la peine, la souffrance. Donc, les sciences humaines ne suffisent pas. Et puis, il faut dire aussi que l'être humain, bon, c'est vrai, est un être aussi biologique. Nous sommes des animaux d'une espèce particulière. Et alors, si nous pensons que l'humain, c'est à la fois l'individu, c'est à la fois la société, et c'est à la fois un membre d'une espèce particulière qui est l'espèce humaine, nous avons non pas une définition de l'humain, nous avons une triple définition. Nous avons une définition trinitaire. Et vous allez me dire, mais alors ça veut dire qu'on est à un tiers individu, un tiers société et un tiers biologique? Non. Nous sommes à 100% individus, à 100% sociaux et à 100% biologiques. Pourquoi? Voilà.
si vous voulez, nous, du point de vue biologique, nous sommes le produit d'un processus de reproduction qui a fait que nous sommes nés, effectivement, de la rencontre d'un spermatozoïde et d'une ovule. Mais une fois que nous sommes devenus des adultes, eh bien, le processus de reproduction a besoin de nous, individus, pour continuer. Nous sommes donc des produits producteurs. Nous sommes dans ce cycle où les produits sont nécessaires à la production d'eux-mêmes. Et donc, si vous voulez, nous sommes... Et alors, en plus, nous sommes des individus, mais l'espèce est entièrement en nous. C'est-à-dire que nos gènes sont dans chaque cellule de notre corps. Ça veut dire que quand je parle en ce moment, mon cerveau est animé par des processus qui sont des processus biologiques propres au cerveau. Donc, si vous voulez, je suis entièrement biologique, tout en étant entièrement individuel. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement l'individu est dans l'espèce humaine, ça veut dire que l'espèce humaine est dans l'individu. Et je dirais la même chose pour la société. Ça, c'est Aristote qui a dit que l'homme est un animal apolitique. Politique, il veut dire qu'il fait partie d'une cité, d'une police en Grèce. Mais l'homme, c'est vrai, mais c'est vrai que nous sommes une petite partie d'une société, mais cette société n'existe que parce que tous les membres de cette société interagissent sans arrêt les uns avec les autres dans leurs relations permanentes, et la société vit grâce à ces individus qui interagissent. Parce que si une bombe à neutrons très propre liquidait notre société, il resterait les monuments, il resterait les places publiques, mais il n'y aurait plus de société, mais il n'y aurait plus d'individus, plus de vie. Donc, si vous voulez, la société est le produit des individus, mais elle-même, avec ses qualités propres, avec son langage, avec sa culture, rétroagit sur les individus et fait que nous nous accomplissons comme individus humains grâce au langage, grâce à la culture. Ce qui fait que non seulement nous sommes dans la société, mais la société est dans nous. Alors donc, si vous voulez, déjà, l'être humain est quelque chose de particulier. Et moi, je vais très rapidement explorer ces trois directions. La première qui est biologique, la deuxième qui est sociologique ou sociale, et la troisième qui est l'individu, la personne humaine. Alors, du point de vue biologique, un certain nombre de découvertes fondamentales dans la deuxième partie du XXe siècle nous ont permis de nous inscrire dans la vie. Pourquoi ? Eh bien parce que pendant longtemps, on a cru que l'espèce humaine avait jailli brusquement, on ne sait pas comment, par une sorte de miracle, alors que on sait aujourd'hui, avec les découvertes de préhistoriens depuis 1960, de commencer par Leakey, jusqu'à la dernière découverte de Michel Brunet du Collège de France, qui a découvert Toumaï, c'est-à-dire le crâne d'un bipède vieux de 6 à 7 millions d'années qui vivait dans les forêts tropicales du Tchad ancien. C'est-à-dire qu'on est relié à toute une aventure qui s'appelle l'hominisation et qui nous a différenciés de nos cousins, les chimpanzés et les gorilles ou les babouins. Mais nous sommes donc issus de cette évolution, mais tout en étant issus, nous avons gardé certains caractères, nous avons gardé des primates dont nous sommes partis, un certain nombre de caractères évidents, mais nous sommes aussi des mammifères, nous allaitons, du moins les femmes, avec nos seins, nous avons des sentiments aussi bien d'attraction, d'attachement que de répulsion qu'ont déjà les mammifères. Et si vous remontez un peu, nous sommes des mammifères, nous sommes des vertébrés, nous sommes des animaux, nous sommes des êtres constitués de cellules, nous sommes finalement les héritiers
des premières cellules qui sont apparues dans l'univers, dans la planète Terre, il y a 3 ou 4 milliards d'années. Mais il y a une autre découverte qui nous rend encore plus, qui nous insère encore plus dans le monde de la nature, c'est la découverte de Watson et Crick dans les années 1950, c'est-à-dire qui démontrait que l'être vivant, la cellule vivante, est constituée des matériaux physico-chimiques qui existent dans le reste de la nature. Autrement dit, il n'y a pas une matière vivante spécifique. S'il n'y a pas une matière vivante spécifique, ça veut dire que, et très rapidement, les scientifiques ont conclu que les molécules qui forment notre existence sont issus eux-mêmes du processus d'association, que les atomes de carbone sont issus d'une étoile antérieure à notre Soleil, et que les particules qui font nos atomes sont peut-être issues dans les premiers temps de l'univers. Et tout ceci fait que nous sommes nous-mêmes profondément les enfants de l'univers, les enfants de la planète Terre, et que nous portons inconsciemment, bien entendu, en nous ces traits. Mais cela signifie une chose que nous prenons conscience maintenant avec ce qu'on appelle la conscience écologique, c'est-à-dire que nous ne sommes pas faits d'une entité différente de la nature vivante. Nous sommes effectivement faits de cette nature et nous sommes inséparables d'elle. Non seulement nous avons besoin d'elle, mais ce besoin est profondément vital. Si nous n'avons pas les nourritures naturelles des plantes et des animaux, nous mourrons. Donc, nous devons prendre conscience de notre rapport, de tout ce que nous faisons et qui dégrade la nature, et de faire avoir une nouvelle conception par rapport justement à la vie dont nous sommes nous-mêmes des représentants, tout en étant différents. Nous avons une double identité. Nous avons une identité biologique, une identité matérielle, et nous avons une identité psychique, une identité spirituelle, une identité humaine. Et ce qui est très intéressant à remarquer, c'est que quand la vie s'est constituée par un assemblage, dont on ne sait pas comment il s'est fait, une combinaison de molécules, de macromolécules, l'organisation nouvelle, de par sa complexité, a acquis des qualités et des propriétés que n'avaient pas les molécules purement matérielles. La capacité d'autoreproduction, la capacité d'autoréparation, la capacité de connaissance. Autrement dit, chaque fois que nous avons un système organisé à partir de certains éléments, ce système acquiert des qualités et des propriétés que n'ont pas les éléments constitutifs. Donc, voici une acquisition assez importante pour savoir qu'à un moment donné, une organisation plus complexe qu'une autre peut donner des qualités qui n'existaient pas au préalable. Maintenant, j'en viens à l'aspect social de l'être humain. Il y a déjà des sociétés chez les mammifères, chez les singes, et disons que les humains, au cours de la période d'homminisation et de la préhistoire, ont toujours vécu en société. Et les sociétés qui sont restées de cette époque, malheureusement on a détruit presque partout, ce sont des petites sociétés de chasseurs-ramasseurs. Les hommes pratiquent la chasse, les femmes font la cueillette, et il y a une sorte de symbiose qui se font. Et alors le propre d'une société humaine, c'est d'avoir un double caractère. Je dirais un caractère de communauté et un caractère de conflictualité. Alors le caractère de communauté, il vient du fait que, prenez ces sociétés archaïques, anciennes, de chasseurs-ramasseurs, elles avaient toute la conviction que ces membres étaient les fils, les enfants d'un ancêtre commun. Ils étaient fraternisés par la même. Mais cela n'empêche pas, et en plus, ils se sentaient très solidaires par rapport au monde extérieur, par rapport à la chasse, par rapport à leurs ennemis. Par contre, à l'intérieur, il peut y avoir des conflits, des jalousies, des difficultés, des problèmes, etc.
Et dans le fond, dans les sociétés qui se sont développées par la suite, et prenons par exemple la forme la plus moderne de société qui est la nation. La nation est une forme qui, avec son État, l'État national, ne date que de quelques siècles par rapport à la cité, par rapport à l'empire. La nation est une société où il y a des conflits de toutes sortes, mais il y a un sentiment de communauté quand il y a un danger commun, quand il y a quand la patrie est attaquée. Et à ce moment-là, vous avez un mot très intéressant qui est le mot patrie. Le mot patrie signifie que à deux natures, il commence paternellement masculin et il se termine fémininement. Ça veut dire que nous avons dans la patrie en nous le sentiment d'une autorité légitime, qui est celle paternelle dans l'État, et le sentiment d'une fraternité, parce que nous sommes les enfants d'une mère commune, nous disons la mère patrie. Et c'est pour ça que les sociétés humaines, elles ont ces deux pôles. Elles ont ces deux pôles qui elles-mêmes sont liées à un trait fondamental de l'individu humain, dont je reparlerai tout à l'heure, mais donc je veux parler dès maintenant. C'est-à-dire que dans tout sujet humain, et le mot sujet, ça veut dire je. Quand je dis je, c'est-à-dire je me mets au centre de mon monde. Et je suis dans une situation, je dirais, égocentriste. Autrement dit, ce n'est pas l'égoïsme, non. Ça veut dire que j'ai besoin de me défendre, j'ai besoin de me nourrir, j'ai besoin de me protéger, j'ai des besoins personnels pour sauver ma vie, pour la continuer. Mais si vous n'avez que l'égocentrisme, il se transforme en égoïsme. C'est pour ça que dès la naissance, le nouveau-né, il attend le regard tendre de la mère, il attend la caresse, il attend l'apercement, c'est-à-dire qu'il va avoir besoin de la communauté chaude de la famille. Autrement dit, à côté du principe du moi, je, nous avons en nous le principe du nous. Alors, les gens très égoïstes sacrifient le nous au moi. Les gens altruistes sont capables de sacrifier leur moi au nous, sont capables de donner leur vie pour leur patrie, pour leur famille, pour sauver leurs enfants. Et en Occident, en Europe, dans les pays occidentaux et dans les pays en cours d'occidentalisation, vous avez cette tendance à la diminution, à l'affaiblissement du sentiment du nous au profit de l'égoïsme du moi. Vous avez la dégradation des solidarités. Donc, il est très important que dans le lien social, il y ait effectivement à la fois la possibilité de l'autonomie individuelle, mais la possibilité d'insertion dans une communauté fraternelle. Et bien entendu, ça varie selon les civilisations. Nous sommes dans une époque, comme je le répète, très, très particulière, mais nous avons non seulement ce problème, mais c'est que dans le rapport avec la société, il est certain que l'individu, en tant que membre de la société, il a des devoirs pour sa collectivité. Mais ces devoirs n'ont un sens que si lui-même, on lui reconnaît des droits. C'est ce qui s'appelle la démocratie. La démocratie, c'est dire j'ai des droits, donc j'ai des devoirs. J'ai des droits de regard, de critique, d'élire, mais en même temps, j'ai le devoir d'être solidaire de ma communauté. Et la démocratie a aussi ce phénomène très particulier. Elle n'est pas, comme on le croit souvent, la loi de la majorité. Elle est la loi de la majorité tout en étant le respect et la protection des minorités de toutes sortes, idéologiques, culturelles ou religieuses. Et il est certain que l'essence de la démocratie se fonde sur cette pluralité qui elle-même permet l'antagonisme des idées, mais dans une démocratie, le conflit des idées
ne doit pas devenir un conflit de personnes, un conflit physique, un conflit armé. Les démocraties s'écroulent quand leurs conflits, qui sont des conflits de paroles et de discours, se transforment en conflits de coups d'État militaires qui, effectivement, liquident la démocratie. Donc, si vous voulez, il y a tout un problème de la réalité sociale de l'homme, de la nature sociale de l'homme, de l'être humain. Et aujourd'hui, en plus, se pose un problème supplémentaire. C'est-à-dire que cette éthique que nous avons chacun, c'est-à-dire qui est l'éthique de la solidarité et de la responsabilité pour les nôtres, pour notre famille, pour nos nationaux. Aujourd'hui, cette éthique ne doit plus être fermée parce que nous sommes dans une époque d'intersolidarité mondiale. Nous sommes dans une époque où tous les êtres humains, dans tous les continents, ont la même communauté de destin, on a les mêmes problèmes de vie et de mort, les mêmes problèmes qui sont posés par la dégradation de l'atmosphère, qui sont posés par la multiplication des armes nucléaires, qui sont posés par une crise économique qui rebondit sans arrêt et qui elle-même dégrade les situations vécues. Elle est posée par les conflits qui, dans les périodes de crise, se multiplient et les fanatismes qui s'amplifient. Elle est menacée par la domination de la spéculation financière et du capital financier qui est supérieur au pouvoir des États et qui aujourd'hui exerce une véritable dictature. Donc, tous les humains, nous avons le même problème qui se trouve au cœur de la mondialisation. Nous avons donc besoin d'être une solidarité, et c'est-à-dire que le nous, aujourd'hui, ne peut pas être limité à notre seule patrie, encore qu'il doit être fort pour notre seule patrie. Il doit en même temps être ouvert, et il doit être ouvert aussi, parce qu'il n'y a pas seulement le monde. Avant le monde, par exemple, nous, Français, il y a l'Europe, il y a la Méditerranée, et pour vous, il y a la Méditerranée, il y a le Maghreb, il y a le monde arabe, et puis il y a la planète. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, le problème du nous et du je se trouve placé, ce problème, je dirais, anthropologique fondamental, se trouve posé en termes politiques et en termes mentaux, en termes intellectuels. Alors, nous avons maintenant à considérer le problème de l'individu. Alors, l'être humain, en tant qu'individu, mais vous savez, il a été classé par les préhistoriens. On a défini l'être humain comme un animal doué de raison, homo sapiens. Ça veut dire en latin, animal doté de raison ou de sagesse. Et c'est vrai que la raison, c'est-à-dire l'exercice d'une logique cohérente, l'exercice d'une pensée qui s'efforce d'être en accord avec les faits dont elle rend compte, il est vrai que la raison a pris un développement formidable dans l'histoire humaine, et parmi tous ces développements, aussi bien la création de techniques, de robots, d'ordinateurs, etc. Mais il est vrai aussi que l'autre aspect, l'autre pôle de l'humain, c'est qu'on peut appeler l'homo demens, le mot latin demens, signifie délirant, fou. Et vous savez que la folie, c'est pas seulement le propre des malheureux incohérents qu'on met dans des asiles. La folie, elle est potentielle en chacun de nous. Dans chaque crise de colère, de fureur, nous perdons tout contrôle rationnel. Nous agissons comme des fous. Dans les paniques, nous devenons fous. Et dans les ambitions exagérées, les grandes ambitions de conquérants, les ambitions mégalomanes, nous sommes fous aussi. Donc, si vous voulez, on vit entre raison et folie. Et entre les deux,
Qu'est-ce qu'il y a? Il y a ce qu'on peut appeler le sentiment ou l'affectivité. Là, il y a une découverte très importante qui a été faite par Antonio Damasio et Jean-Didier Vincent, qui en étudiant le cerveau, et ont vu que quand il y avait un centre rationnel qui était en activité, il mettait en activité un centre émotionnel. C'est-à-dire que le mathématicien, eh bien, il a la passion des mathématiques et donc il a aussi une émotion. Ça veut dire que la raison froide et glacée n'existe pas, ou quand elle existe, elle est presque aussi dangereuse que la folie, parce qu'elle est dépourvue de sentiments d'humanité, de compassion, d'amitié. Alors, vous avez donc ce sentiment, et si vous voulez, l'important, c'est qu'il y ait une présence de la raison, même dans la passion, et qu'il y ait une présence de la passion dans la raison. Notre destin, nous pouvons le vivre pleinement que si nous avons sans cesse cette dialectique entre passion et raison. Pas de passion sans raison, mais pas de raison sans passion, si nous voulons vivre pleinement notre vie. Alors, vous avez donc cette dualité de l'homme dont on ne voit qu'un seul aspect. Il y a aussi un autre aspect qui est isolé, c'est celui qu'on appelle le homo faber, c'est-à-dire l'homme qui produit des outils, l'homme technicien. Et c'est vrai que dès la préhistoire, il y a eu effectivement, à partir de la pierre taillée, de la pierre polie, et puis après des métaux, il y a eu la technique, et cette technique, elle a pris une expansion d'une amplitude formidable dans les temps modernes, et même à ce point que souvent, on a la technique qui a été produite pour maîtriser les énergies matérielles, pour que l'homme maîtrise les énergies matérielles, souvent, notamment dans les cas des ouvriers spécialisés dans les usines, c'est l'homme qui est au service de la technique, beaucoup plus que la technique au service de l'homme. Mais enfin, vous avez cette qualité technique incontestable qui elle-même est liée à l'activité rationnelle. Mais on oublie le deuxième pôle, c'est que dès la préhistoire, dès l'homme de Néandertal, notre cousin qui a précédé notre espèce dite Homo sapiens, il y a la croyance en une vie au-delà de la mort. Dans les tombes, les squelettes sont accompagnés d'armes, de nourriture, comme s'ils avaient continué leur vie, ou bien ils sont recroquevillés dans une position de fœtus, comme s'ils allaient renaître. Et effectivement, vous avez les sources de deux grandes croyances qui ont précédé nos religions monothéistes. D'un côté, la croyance que les morts vivent dans des régions spéciales qu'on appelle les enfers, comme chez les anciens Grecs, ils vivent une vie diminuée, mais une vie. Et d'autre part, la croyance chez les hindous, chez les indiens, de la métempsychose, que l'on peut renaître sans cesse, etc. Donc, si vous voulez, dès la préhistoire, il n'existe pas aucune société, même la plus technique, qui n'ait pas quelque chose de religieux, quelque chose de mythologique, qui est une croyance qui ne peut pas être vérifiée de façon terre à terre. Et donc, si vous oubliez cet aspect-là, vous oubliez cet aspect fondamental de l'humain. Moi, je suis de ceux qui réclament, avec mon ami Régis Debray, qu'on enseigne les religions dans nos écoles laïques. Non pas une religion, non, mais pour qu'on montre que dans les êtres humains, il y a ce besoin de croyance, de foi, de croire à un autre monde. Et ceci est très important, parce que si on fait de l'être humain quelqu'un qui est purement technicien, qui est purement rationnel, on oublie tout le côté vécu de l'humain, avec ses folies, mais en même temps ses capacités d'épanouissement personnel. Et puis, vous savez, au XVIIIe siècle, on a
parlait de l'homo economicus, c'est-à-dire c'est une invention pour dire que l'homme est déterminé par son intérêt personnel, matériel. Et ce qui est de plus en plus vrai dans la civilisation moderne, où l'argent joue un rôle de plus en plus important. Mais même dans cette civilisation moderne, vous avez ceux qui dépensent dans le jeu, dans le cadeau, dans l'offrande. Il y a ceux qui pratiquent ce que Georges Bataille appelle la consommation, qui préfèrent brûler leur vie au détriment de leur longévité ou de leur santé. Vous avez cette capacité de jeu, J-E-U, de dépense, qui est extraordinaire. Alors quand vous voyez ces aspects-là, vous vous rendez compte que l'être humain est un être extrêmement complexe. Vous ne pouvez pas le réduire à un seul aspect. Vous ne pouvez pas le comprendre uniquement avec des quotients intellectuels, avec des PIB, avec du calcul et avec des chiffres. L'être humain, et en plus, il est capable du meilleur comme du pire. Il est capable des délires, il est capable de la sagesse. Vous ne savez pas. La politique, à ce moment-là, elle ne doit pas considérer les êtres humains comme des objets interchangeables. Elle ne doit pas considérer que les hommes sont tous bons par principe. Elle ne doit pas considérer que les êtres humains sont mauvais par principe. Nous portons en nous le meilleur, nous portons le pire. Ça dépend des conditions, ça dépend des circonstances, ça dépend des caractères. Donc, il faut faire extrêmement attention. Et d'ailleurs, c'est pour ça que des éruptions soudaines, des mouvements comme ceux du printemps arabe ou ceux de mai 68, où tous les grands mouvements en Ukraine surgissent brusquement de façon inattendue. Donc, vous voyez, et puis dans tous ces mouvements, vous avez une fraternisation, vous avez une joie, vous avez quelque chose de magnifique, et puis aussi vous pouvez avoir des violences, vous pouvez avoir des accès eux-mêmes délirants. Donc, voici, si vous voulez, il faut nous comprendre notre humanité. Et j'ajoute que si je veux synthétiser d'une certaine façon, je dirais qu'en chaque être humain, il y a la potentialité de prose et celle de poésie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? La poésie, c'est pas seulement les poèmes que l'on lit, les beaux poèmes qui existent aussi bien en langue française qu'en langue arabe. La poésie, c'est une qualité propre à la vie. Ce que les surréalistes avaient bien compris, il faut vivre poétiquement. Vivre poétiquement, ça veut dire vivre à la fois dans l'épanouissement de soi et dans la communion avec autrui. C'est à la fois le je et le nous. Et la poésie, c'est bien entendu, c'est dans l'amour, c'est dans la fête. Vous pouvez la trouver dans un repas en commun avec des amis. Vous la trouvez quand vous allez à un match de football. Vous la trouvez dans un spectacle de la nature quand vous regardez la mer. Vous pouvez la trouver à tous les moments. Et alors donc, bien entendu, la prose de la vie, ce sont les choses que nous sommes obligés de faire, qui ne nous plaisent pas, mais pour survivre. Mais là, vous devez comprendre la différence qu'il y a entre survivre et vivre. Survivre, ce n'est pas vivre. Vivre, c'est vivre pleinement, au besoin même, en courant certains dangers. Moi, je sais que je me suis trouvé devant ce problème quand j'avais 20 ans, parce qu'à l'époque, la France était occupée, et que la France était occupée, il y avait deux possibilités, ou bien se terrer, ne rien faire, survivre, ou bien prendre des risques, c'est-à-dire risquer sa vie, mais vivre, c'est-à-dire vivre pour une cause qui était juste, qui était belle, pour la liberté. Donc, il est important de savoir que vivre et survivre, ce sont deux choses différentes. Nous avons besoin de survivre pour vivre, mais il ne suffit pas de survivre. Et dans le fond, nous devons penser, quand nous pensons à la société et à la politique, nous devons penser que non seulement nous devons songer aux besoins matériels élémentaires de tous les êtres humains qui vivent dans le dénuement, dans la misère, dans la pauvreté, nous devons penser à leurs besoins de poésie et leurs besoins, j'ajouterais, de reconnaissance. Et ce mot de reconnaissance est extrêmement important. C'est le philosophe Hegel qui, le premier, l'a mis en relief. Ça veut dire quoi? Reconnaissance, ça ne veut pas dire la reconnaissance de quelqu'un qui a reçu un cadeau, un bienfait, non.
reconnaissance, ça veut dire être reconnu par l'autre comme un être humain digne de ce nom. C'est, je dirais même, le b.a.-ba de l'humanisme. Quand aujourd'hui, à Paris, des gens qui vivent dans un même immeuble se croisent sans se regarder, sans se saluer, ça veut dire que l'autre est un objet. Mais si vous dites bonjour madame, bonjour monsieur, comment ça va? Vous échangez quelques mots, il existe pour vous. Et souvent pour les enfants, et j'ai vu de nombreux cas dans des pays d'Amérique latine, des enfants qui étaient condamnés à sombrer dans la délinquance dans les favelas du Brésil ou dans les quartiers bas de Medellín, quand une institution, quand des hommes, des femmes de bonne volonté se sont bien s'occuper de ces enfants, pas seulement pour les éduquer, pour leur enseigner la musique, l'informatique, tout ça, mais les reconnaissant, la délinquance a immédiatement sombré. Et ce que nous souffrons aujourd'hui par rapport à tous nos exclus, tous ceux que nous méprisons, tous ceux que nous rejetons pour des raisons racistes ou autres, n'est-ce pas, c'est les humilions, et l'humiliation qui vient du manque de reconnaissance et qui vient du mépris est une chose effrayante. Et nous devons comprendre justement dans la politique que c'est pas seulement en accordant des sommes minimum ou des sécurités sociales, c'est en accordant cette reconnaissance à autrui que nous pouvons effectivement faire quelques progrès humains dans nos sociétés. Donc, voici, disons, si vous voulez, un bref tableau de cette complexité humaine dont nous devons être conscients quand nous sommes humanistes. Nous devons rendre compte que nous avons affaire à des êtres humains complexes, difficiles, que si nous voyons des enfants, nous pouvons beaucoup mieux les sauver et les aider. Mais même des gens qui sont délinquants, qui ont fait de la prison, si on leur apporte des choses qui leur donnent la rédemption, ils peuvent être sauvés. Alors, une fois que nous avons dit ceci, et je vais m'approcher de la conclusion, une fois que nous avons dit ceci, je reviens un peu à ce problème de conscience qui lui-même est inséparable de la connaissance. Nous sommes des êtres qui sont sans cesse soumis au risque d'erreur et d'illusion. Pourquoi? Eh bien parce que toute connaissance est une traduction suivie d'une reconstruction. Même la connaissance perceptive que j'ai de vous dans cette salle, eh bien, cette connaissance, ce sont des photons, des stimuli lumineux qui arrivent sur ma rétine, mais qui sont transformés en un code binaire qui passe dans le nerf optique et qui subit lui-même des manipulations, des transformations dans le cerveau qui immédiatement reconstruit une perception. Je dis reconstruit, pourquoi? Parce que dans l'image visuelle qui se trouve dans mes yeux, les gens du dernier rang sont beaucoup plus petits que ceux du premier rang, mais ça, j'en suis inconscient parce que mon esprit rétablit la dimension moyenne de chacun. C'est ce qu'on appelle la constance perceptive. C'est une qualité qu'a notre perception, comme celle des chiens ou celle d'autres animaux que nous connaissons. Donc, si vous voulez, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut se tromper dans la perception. Les témoins, par exemple, d'un accident d'automobile qui suscite une forte émotion, vous vous rendez compte que les témoins divers n'ont pas du tout la même perception de l'accident. Il y a un livre magnifique qui s'appelle « 10 témoignages » fait par un Anglais, Norton Crew, qui raconte des témoignages de soldats de la guerre de 14, les uns du côté anglais, français, les autres du côté allemand, et les mêmes événements sont vus d'une façon tout à fait différente. Et ça aussi, nous en faisons l'expérience sans arrêt. Alors, ce qui est vrai pour la perception, vous savez, on sait maintenant qu'il n'y a aucune différence intrinsèque entre une hallucination et une perception.
c'est la même chose du point de vue de nous. Ce n'est que les autres qui peuvent nous dire « vous êtes halluciné ». Et souvent, du reste, dans notre perception, nous avons des petits bouts d'hallucination qui peuvent nous tromper. Et donc, il faut savoir que ce qui est vrai pour nos sens, en plus, vous savez bien que le champ de captation des yeux est limité aux infrarouges, les ultraviolets, les oreilles aussi sont limitées, nos sens sont limités, il faut les traduire, et même nos sens nous trompent. Nous continuons à penser que le soleil se lève, alors que nous savons maintenant que c'est nous qui tournons autour du soleil. Donc, mais si vous avez l'erreur dans les perceptions, vous avez l'erreur dans les idées, dans les mots, dans les théories, partout. Et d'ailleurs, quand vous regardez les croyances, les certitudes du siècle passé ou des siècles précédents, vous vous dites, mais quelles erreurs, quelles illusions, comment ils ont cru au fascisme, comment ils ont cru en Mao Tse-tung, comment ils ont pu croire en tout ça. Et aujourd'hui, vous croyez qu'on est immunisé, vous croyez qu'on est infaillible, vous croyez qu'on est devenu omniscient. Pas du tout. On est sujet au même petit risque d'erreur. Pourquoi ? Parce que nous ne faisons pas l'examen critique de notre connaissance. Et moi, j'ai demandé souvent, en France, malheureusement sans être entendu, mais dans certains pays ça marche, j'ai demandé souvent qu'on introduise dans les programmes, dès l'école primaire, l'école secondaire, le problème des erreurs, des illusions de la connaissance et aussi d'une connaissance pertinente. Qu'est-ce que c'est qu'une connaissance pertinente ? Ben, vous savez, c'est pas seulement une connaissance qui ne fait pas d'erreur, c'est une connaissance qui voit un ensemble des traits. Si par exemple vous voyez quelqu'un, par exemple, vous allez au cinéma, vous voyez un personnage de gangster comme le Parrain. Vous savez, d'un côté vous dites c'est un gangster, c'est un homme cruel, c'est un homme inhumain pour ses ennemis. Mais d'un autre côté vous voyez que c'est un homme qui est un père de famille, qui aime les siens, qui est capable d'actes généreux. Alors vous voyez un personnage complexe. Et à ce moment-là, la connaissance est pertinente. C'est quand vous voyez tous les aspects. Parce que nous avons tendance à réduire l'autre uniquement à ses aspects négatifs, ou bien, quand nous l'aimons, à ses aspects positifs, et nous ne voyons pas sa complexité. La connaissance pertinente consiste à contextualiser, à mettre dans le contexte, à voir l'ensemble des traits. Donc, si vous voulez, il y a un problème qui est très important du point de vue humain. Une fois que l'on connaît un petit peu le problème anthropologique de l'être humain, nous sachons que le propre de sa nature, c'est la capacité d'errance, d'erreur, mais aussi de corriger ses erreurs et même de profiter de ses erreurs. Il y a un vers du poète russe qui parle de Christophe Colomb et qui dit « Tu cherches l'Inde, tu trouves l'Amérique ». Évidemment, il croyait trouver l'Inde, il a trouvé l'Amérique, il a trouvé autre chose. Et nous progressons aussi par essai, par erreur, en corrigeant nos erreurs. Alors je pense qu'il est très important d'aujourd'hui de pouvoir essayer d'améliorer nos capacités de connaissance pour éviter les erreurs, parce que nous sommes dans un monde de plus en plus complexe et où nos visions unilatérales, fragmentaires et séparées nous rendent myopes, pour ne pas dire souvent aveugles. Nous devons aussi nous éduquer à la compréhension d'autrui, qui n'est pas seulement la compréhension des étrangers qui ne sont pas de notre culture, c'est aussi des problèmes qui peuvent se poser dans les familles, dans les bureaux, dans les ateliers. Il y a l'incompréhension, on ne voit que les aspects négatifs des autres, on ne voit pas ses propres aspects négatifs, on rend toujours les autres responsables du mal, jamais soi-même. Il faut nous éduquer à comprendre autrui si nous voulons vivre mieux, à nous comprendre les uns les autres, à ne pas faire des polémiques stupides où nous caricaturons les idées des autres au lieu de les combattre pour ce qu'ils sont. Et nous devons aussi enseigner à affronter le destin humain qui est l'incertitude.
Bon, nous sommes dans une époque particulière d'incertitude sur le plan mondial, sur le plan de l'avenir de l'humanité, donc sur le plan de notre propre avenir, puisque nous faisons partie de l'humanité. Mais il faut dire que même s'il n'y avait pas cette incertitude, chacun, quand il naît, ne sait pas ce que sera sa vie, si elle sera heureuse, malheureuse, s'il aura des maladies, des incidents, des bonnes rencontres, s'il vivra heureux en couple, s'il aura des enfants, etc. La seule chose qu'il sache, c'est qu'il va mourir, mais il ne sait même pas la date. Donc, si vous voulez, comment affronter l'incertitude? Parce que toute l'histoire humaine, toute l'aventure humaine, c'est une histoire absolument incroyable, inconnue, et nous rendons compte rétrospectivement qu'elle a toujours été, que l'inattendu est toujours arrivé, et l'inattendu arrive sans arrêt, et nous voulons croire que les choses ne vont pas changer, vont continuer plus ou moins stablement. Non, attends-toi à l'inattendu, c'est une maxime fondamentale. Donc, voici un petit peu que nous sommes, et je veux terminer là-dessus, que nous sommes à nouveau confrontés à l'humanisme et au destin humain. Être humaniste, c'est pas seulement qu'on sent qu'on est soi-même une petite partie de l'espèce humaine, qui compte plusieurs milliards d'individus, mais de sentir aussi que c'est l'espèce humaine qui est à l'intérieur de nous, que chacun vit singulièrement, à sa façon, l'aventure humaine dont nous ne savons pas où elle nous conduit. Et ceci devrait nous conduire à être solidaires, à être conscients de notre commun destin, à créer une communauté humaine. Mais, je le répète, sans jamais oublier les différences et les diversités. Il ne faut pas homogénéiser les humains. Il faut que les différentes cultures soient respectées. Il faut que les sans-fleurs s'épanouissent. Il faut que nous soyons à la fois un et différents. Voilà un peu le message d'un humanisme qui aujourd'hui doit être de caractère planétaire. Merci à vous. Vous répondez aux questions aussi même? Et après, j'entends mal, vous traduirez les questions. D'accord. On prendra quelques minutes pour l'interaction avec la salle. 30 minutes à peu près. Bonsoir. Je remercie l'association d'Amir de nous offrir cet immense plaisir de rencontrer M. Edgar Morin, que j'ai eu le plaisir de rencontrer à Fès en 2001. Et vous avez fait une conférence qui s'appelait « La musique comme âme du monde ». Donc je suis heureuse de vous revoir ce soir. Et je cite, vous dites dans La pensée complexe, « La pensée complexe est animée par une tension permanente entre l'aspiration à un savoir non parcellaire, non cloisonné, non réducteur et la reconnaissance de l'inachèvement et de l'incomplétude de toute connaissance. Cette tension a animé toute ma vie. » Alors, ma question est la suivante. Est-ce que cette pensée complexe a été pour vous un bouclier contre tous les intégrismes? Merci. Je dois dire que la pensée complexe est quelque chose qui m'a toujours incité à voir les différents côtés des choses et parfois même, si vous voulez, à voir la part de vérité qu'il y avait dans une idée opposée à la mienne. Il y a une phrase de Pascal qui dit que le contraire d'une vérité profonde n'est pas une erreur, c'est une autre vérité. Et si vous voulez, ça m'a conduit à essayer de concevoir la part de vérité qui peut devenir folle, qui peut devenir enragée, qui peut devenir unilatérale dans les points de vue qu'on peut appeler fanatiques ou intégristes. Je crois, si vous voulez, que la pensée complexe est une pensée qui nous permet de ne pas enfermer le monde
dans la catégorie simple du tout bon, du tout mauvais. Et par là même, elle nous prémunit contre les formes de fanatisme ou d'intégrisme et surtout de refermeture. Dans la pensée complexe, il y a cette idée importante. C'est la différence entre une théorie et un dogme. Une théorie, vous pouvez avoir une théorie scientifique ou autre, une théorie de Marx par exemple. Bon. Et une théorie, si elle est une théorie, elle accepte les arguments contraires, et si ces arguments sont valables, elle accepte de se modifier ou de les intégrer, ou voire même de disparaître. Alors qu'un dogme refuse toutes les objections et toutes les contradictions, même qu'on leur donne des éléments de fait qui le contredisent. Autrement dit, je crois que la pensée complexe nous aide justement à cette ouverture à l'égard d'autrui et nous aide à échapper à toutes les tentatives de fermeture. Donc, je ne sais pas dire si c'est un bouclier, mais en tout cas, je pense que c'est une aide à bien penser et à bien vivre. Merci. Essayez d'avoir des questions très courtes parce que M. Morin me dit que les vibrations de la sono ne l'aident pas à capter correctement ce que vous dites. Comme ça, s'il y a, je peux aussi le transcrire. Allez-y. Merci qu'il me soit permis aussi d'adresser mes remerciements à l'association Conscience d'Amir de nous avoir permis d'avoir un moment de réflexion, d'éveil. Et je pense que chacun d'entre nous aura trouvé un peu plus sa voie ce soir. Je crois que vous avez fait beaucoup de disciples supplémentaires, au premier rang desquels un bébé qui a essayé de communiquer avec vous. Et je crois que vous avez dû accélérer son processus d'acquisition de conscience. Ma question est la suivante, Monsieur Morin. Dans votre réflexion, dans vos idées, vous interpellez l'être humain, vous interpellez l'individu et vous contribuez à sa prise de conscience de l'humanité, à la prise de conscience de son rôle dans la société. Mais vous interpellez les individus. Or, les individus, comme vous l'avez dit, acquièrent avec le temps, avec la connaissance, avec la relation avec les gens, avec leur environnement, avec l'éducation, acquièrent une conscience et qui est fondée sur la bonté, sur la générosité, sur la relation à autrui, sur la poésie de la vie. La problématique est quand une somme de consciences individuelles qui se regroupent, qui s'agrègent dans un groupe, puis dans une entité plus grande, peut-être un parti politique, peut-être une nation, comment des consciences individuelles, lorsqu'elles se regroupent, individuellement, elles sont fondées par la bonté, et lorsqu'elles se regroupent, elles peuvent basculer vers l'ignominie. Je prends deux exemples qui sont pertinents par rapport au contexte de ce soir. Le premier exemple, c'est celui que vous avez vécu vous-même, lorsque vous aviez 20 ans. Vous avez combattu, en tant que compagnon de la libération, vous avez combattu le nazisme, et les nazis, lorsqu'ils étaient en groupe, ont eu la folie de concevoir et de mettre en œuvre la solution finale. Mais le soir, lorsqu'ils rentraient chez eux, c'était des êtres humains de chair et de sang. Ils avaient des épouses, des enfants qui l'embrassaient. Ils avaient des amis. Et donc, ils avaient cette dualité, à la fois l'humanité et la non-humanité. Deuxième exemple pertinent par rapport au contexte de ce soir. Qu'il me soit permis, je demande l'autorisation à mon ami Salah de le citer. Lui, comme d'autres compagnons, ont été les victimes de ce qu'on a appelé les années de plomb au Maroc. Eh bien, leurs tortionnaires, lorsqu'ils étaient dans une entité, dans une organisation, dans un système, eh bien, ils pouvaient commettre des actes atroces. Et le soir, ils rentraient chez eux, c'était des êtres humains. Donc ma question, comment est-ce que la conscience individuelle, fondée sur la bonté, la poésie, la relation à autrui, lorsqu'elle est prise dans l'engrenage d'un système, d'une organisation, eh bien, elle se transforme en ignominie la plus abjecte. Merci. Quand il est pris dans un système. Vous savez, il y a ce qu'on peut appeler les dérives
dans des périodes historiques troublées et perturbées, on voit se révéler chez certains des traits de caractère qui ne seraient jamais apparus dans une période pacifique. Ceci est vrai dans les grandes périodes de transformation, de révolution, de résistance. Alors, nous voyons que des gens qui ont pris certaines fonctions prenez par exemple le cas de Eichmann, qui a été très bien traité par comment ça s'appelle ? Enfin, sous l'angle, disons, de la banalité du mal. Eichmann, qui était Hannah Arendt, Eichmann, qui était un des fonctionnaires nazis qui a envoyé beaucoup de déportés des juifs dans les camps de concentration. Alors, Hannah Arendt, ce qu'elle a vu hors du procès, c'est un homme médiocre, un petit fonctionnaire. Elle a tiré l'idée de la banalité du mal. Lui, c'était un bureaucrate qui manquait totalement d'imagination, pour qui les gens qui l'envoyaient à la mort étaient des chiffres seulement. C'est-à-dire que vous avez d'un côté, dès que vous traitez les gens comme des chiffres, comme des objets, ou dès que vous les traitez comme des animaux inférieurs, comme font les gardiens de camps de concentration ou les bourreaux qui torturent, et en plus qui peuvent avoir certains aspects sadiques qui se réveillent dans ces conditions. Vous savez, nous avons en nous toutes les possibilités. Il y en a qui se réveillent, il y en a qui ne se réveillent pas. Mais je pense que, évidemment, tout le monde ne peut pas être un saint, tout le monde ne peut pas être un héros, tout le monde ne peut pas être un saint. Mais beaucoup, et tout le monde ne peut pas être un bourreau, ne peut être... Mais vous savez ce qu'on a remarqué, par exemple, notamment dans les grandes religions, et on l'a vu aussi dans le communisme, beaucoup de militants communistes qui ont été des martyrs, qui ont risqué la vie, qui ont risqué la torture sous les régimes qui les persécutaient et qui les réprimaient, une fois qu'ils ont pris le pouvoir, eux, ils se sont mis à faire exactement ce que leurs bourreaux leur ont fait subir. C'est-à-dire que, malheureusement, il y a dans l'humanité cette capacité de ne pas prendre conscience, le mot est juste, de ce qu'on a subi soi-même pour ne pas l'appliquer à autrui. C'est Victor Hugo qui a eu cette phrase en disant dans la victime d'hier, le bourreau de demain. Bon, ceci est arrivé quand même dans un certain nombre de cas historiques. Donc, si vous voulez, le grand problème pour nous, c'est de faire attention. C'est comme si chacun était comme potentiellement un volcan qui peut être craché du feu. Le problème, c'est évidemment de créer des conditions pour qu'il n'y ait pas pour que le pire n'arrive pas. Et souvent, les politiques ne sont pas conscients de ceci. Ils ne se rendent pas compte qu'une marmite est en train de bouillir et que le couvercle de la marmite peut sauter et qu'un jet de vapeur peut sortir. Et donc, si vous voulez, c'est ça le grand problème humain. Alors, c'est pour ça qu'en partie, il dépend de l'éducation. Si on avait une meilleure éducation, une éducation plus axée sur nos grands problèmes fondamentaux, sur une connaissance meilleure, sur la compréhension d'autrui, on éviterait beaucoup de ces dérives, de ces excès. Mais sinon, il faut savoir effectivement que nous avons affaire à une réalité humaine qui est tellement de possibilités, et il faut essayer de dire dans quelles conditions nous pouvons essayer de tirer le meilleur des êtres humains, dans quelles conditions nous pouvons essayer d'éviter le pire. C'est ça qui n'est jamais été réfléchi, c'est ça qui n'est pas réfléchi au niveau politique, et c'est ça sur quoi je pense qu'il faudrait réfléchir.
Bonsoir Edgar. Les scientifiques évitaient de parler à l'époque de l'esprit parce que ils trouvaient pas une définition. Par contre, à l'époque, le point matériel était définissable, c'est-à-dire on peut définir le point matériel. Maintenant, c'est-à-dire avec l'avancée de la mécanique quantique, on ne peut pas définir le point matériel. Donc, avec la théorie de complexité, est-ce que la dualité matériel, esprit, matière est encore productive? À mon avis, c'est un type de dualité qui s'est manifestée notamment dans la civilisation occidentale par une disjonction, une séparation. Par exemple, pour Descartes, l'esprit, c'est le sujet, c'est la philosophie, c'est la métaphysique, et la matière, c'est ce qui doit être étudié par les sciences sur les choses secondaires. Or, en réalité, aujourd'hui, le problème de la matière, je dirais, c'est presque dématérialisé. Pourquoi? Parce que quand nous l'examinons à l'échelle microphysique, nous voyons effectivement la matière la plus épaisse, comme celle d'une table, comme celle d'un fauteuil, se dissoudre et apparaître sous un aspect comme des étoiles séparées dans le ciel. Mais en plus, nous savons que les particules qui forment la matière première, c'est-à-dire de quoi sont formés les atomes, que ces particules se présentent tantôt comme des ondes qui sont immatérielles, tantôt comme des corpuscules qui sont matériels. C'est une contradiction, mais c'est ainsi que l'expérience nous le révèle. Donc, si vous voulez, à ce moment-là, la matérialité de la matière change. La matière n'est plus quelque chose d'inerte, c'est quelque chose qui a sa vie propre. Et quant à l'esprit, jusqu'à présent, pour nous, ne peut pas être dissocié de notre cerveau. Qu'est-ce que c'est que l'esprit? Bon, l'esprit, c'est quand un cerveau humain, dans une société donnée, il apprend la culture, il apprend le langage, il apprend le minimum de choses, il peut parler, et à ce moment-là, il développe ses capacités spirituelles. Autrement dit, l'esprit émerge à partir du cerveau dans les rapports qu'un individu entretient avec les autres personnes et la société. Donc, vous ne pouvez pas séparer. Et aujourd'hui, regardez la médecine psychosomatique. Pendant très longtemps, on a cru que les maladies avaient des causes uniquement matérielles. C'était soit l'agression de microbes ou de virus, soit la dégradation d'un organe, etc. Aujourd'hui, on connaît de plus en plus les causes psychosomatiques de mal, c'est-à-dire des causes psychiques qui induisent à des maladies du corps, et on sait de plus en plus que l'esprit peut agir de façon guérisseuse quand il croit qu'un placebo, c'est-à-dire un pseudo-médicament, quand il croit à la vertu de ce médicament. Donc, si vous voulez, il y a un circuit permanent entre le côté spirituel et le côté matériel de l'être vivant. On ne peut pas les dissocier. C'est évidemment, nous pouvons penser que quand je fais une réflexion philosophique, je suis dans un domaine spirituel, mais cette réflexion, je la fais quand même avec mon cerveau, qui est un organe matériel, qui est composé de neurones, lesquels font à ce moment-là des échanges chimiques et électriques. Donc, vous ne pouvez pas dissocier l'esprit de la matière dans l'univers humain. Peut-être qu'ailleurs, c'est possible, mais dans l'univers humain, vous ne pouvez pas les dissocier. C'est une question de Saber, écrite. Alors, je vais le lire. D'accord.
Alors, il y a une question qui est la conscience humaine aujourd'hui, avec tous les aléas, mérite d'être repensée. Le refuser demande une certaine aventure dont découlent des incertitudes. C'est une aventure. Comment peut-on rendre cette exception une habitude sans pouvoir prévenir d'une façon consciente et contraignante, sans schématiser le destin de l'humanité? Oui, écoutez, c'est la question centrale. Moi, je ne peux pas donner une réponse, mais ce qu'il y a d'intéressant dans votre question, c'est que nous sommes dans une aventure qui comporte des incertitudes. Alors, dans ces conditions-là, quand vous prenez une décision, vous devez savoir que vous faites un pari. Est-ce que si vous savez que vous faites un pari, à ce moment-là, vous êtes conscient des risques d'erreur qui peuvent arriver. Pourquoi les erreurs peuvent arriver? C'est parce que dès que vous avez une action est commencée, elle entre dans un champ social, dans un champ humain, avec des interactions, des rétroactions, et souvent, votre action vous revient dans la tête comme un boomerang. Vous prenez des décisions, vous croyez faire une décision heureuse, en réalité, vous prenez une très mauvaise décision. Le président Bush a déclaré d'aller en Irak pratiquer la démocratisation et supprimer un danger nucléaire. Cette décision qu'il croyait excellente a été désastreuse, et pour l'Irak et pour les États-Unis. Bon, alors donc vous comprenez, il faut être conscient. On fait un pari et on pratique la stratégie. Qu'est-ce que ça veut dire la stratégie? C'est le contraire du programme. Un programme, vous avez déjà fixé à l'avance toutes les actions que vous allez faire. Si le milieu ne change pas, c'est très bien. Mais si le milieu change, par exemple, vous décidez, vous allez à tel endroit en chemin de fer, très bien. Mais si la grève des chemins de fer, tout doit changer, et vous changez une stratégie, vous allez prendre une voiture, vous allez prendre l'avion, je ne sais pas. Donc, si vous voulez, la stratégie consiste à utiliser les hasards, les informations qui viennent en route pour changer. Si nous sommes conscients que toute décision est un pari et que toute action mérite une stratégie, alors nous sommes mieux armés pour affronter l'incertitude. Je ne dis pas qu'on a une réponse à tout, parce que l'incertitude, vous ne la chasserez jamais totalement. Mais c'est là aussi, je reviens à ce que je disais en fin de mon exposé, il faut nous armer contre les incertitudes, puisque la vie humaine est une aventure, même une vie qui se croit très réglée, parce qu'on va être un fonctionnaire, on va avoir un salaire régulier, on va avoir une retraite régulière. Bon, mais en même temps, qui vous dit que vous n'aurez pas une maladie? Qui vous dit que vous serez heureux en ménage? Qui vous dit que des choses importantes vous arriveront? Donc, si vous voulez, la conscience de notre destin humain. Bien entendu, nous avons besoin d'avoir le maximum de garanties certaines. Moi, je suis tout à fait pour les assurances sociales. Ces assurances, l'assurance maladie, ce sont des protections nécessaires. Bien entendu, elles ne suppriment pas la maladie, elles ne suppriment pas la mort, mais nous avons besoin d'avoir des protections, mais nous devons savoir que vivre, c'est une navigation dans un océan d'incertitude avec quelques îles et quelques archipels de certitude. C'est ça qu'il faut savoir sans arrêt. Merci. شكرا. أعتقد بأن الأستاذ إدغار موران يعطي للنسبية بعدا فلسفيا نسبية إينشتاين. أنا كنسمعه حول التفكير وحول النظر للأشياء من زوايا مختلفة. غادي نعاود لكم واحد النكتة وقعت في الحرب العالمية الثانية. كان واحد الناس 4 الناس كانوا غاديين في القطار. واحد الرجل شوية كبير في السن، واحد المرأة كذلك ستينية، واحد شابة صغيرة، وواحد العسكري ألماني راجع برمسيون. دخلوا لواحد تونيل، هما يسمعوا واحد تصرفيقة وبوسة. باللي خرج القطار من التونيل
كان الألماني شاد حنكو كل واحد اش بدا كيقول. الشابة قالت ويني هذا الألماني حمار، عوض ما يبوسني أنا مشى باش الشارفة ولكن صرفقاتو. الشارفة اش قالت؟ ويني هاد الشابة وطنية بس عليها الألماني وهي تصرفقو. العسكري اش قال؟ ويني هاد الشيباني ولا حرام، هو خدا بوسة وانا خديت التصرفيقة. الشيباني اش قال؟ انا رجل وطني بست يديا وصرفقت الألماني. ونزلوا من القطار وهو كل واحد كيشاف الحدث من زاوية، وكل واحد تيقول رأيك صائب يحتمل الخطأ ورأيي خاطئ يحتمل الصواب. شكرا. Il n'a pas de question. Il n'avait pas de question. La question. Et nos questions. Alors, une autre question. L'humain est l'acteur de la science et la culture. Comment accepter que la patrie, la nation, leur amène au rôle de récepteur passif de cette culture dont il est l'auteur? Oui. Ben, vous savez, les humains déclenchent souvent des forces incontrôlées qui les dépassent. Par exemple, prenez la science. La science moderne, telle que, vous savez, la science, elle a des antécédents historiques dans le monde grec, dans le monde arabe, mais la science moderne s'est développée en Europe au XVIIe siècle, avec quelques individus qui étaient Descartes, Bacon, Galilée. Et cette science s'est développée, il s'est créé des sociétés scientifiques. Et au XIXe siècle, les sciences sont entrées dans les universités. Au XXe siècle, ce sont devenues des puissances, on appelle ça la technoscience, mélangée à la technique, qui ont non seulement élucidé la structure de l'atome, mais permis la création de la bombe atomique. Autrement dit, les sciences sont devenues un énorme pouvoir. Et cet énorme pouvoir, il échappe aux scientifiques eux-mêmes. Quand les scientifiques, au début, bon, certains scientifiques ont poussé à faire l'arme atomique aux États-Unis, mais après ils ont été dépassés, ils ont voulu arrêter tout ça, ils n'ont pas pu. Aujourd'hui, si vous voulez, les sciences, les techniques développent des pouvoirs qui dépassent les individus. Je dirais même le capitalisme financier, la spéculation financière crée une avidité d'argent, de réalisation, de bénéfices effrénés, qui peut être même suicidaire pour ces individus si ce processus continue. Autrement dit, on dit souvent, mais l'humanité ne veut pas se suicider, personne ne veut se suicider. D'abord, c'est faux, il y a des gens qui se suicident, mais le suicide de l'humanité ne serait pas un suicide volontaire, c'est un suicide involontaire. Vous savez, l'Europe s'est suicidée en 1939-45 avec des millions de morts. Et il a fallu que pour renaître, qu'elle soit sauvée par les États-Unis et l'Union soviétique. Et vous savez, là, en général, nous sommes souvent des somnambules, nous sommes des apprentis sorciers, nous sommes dépassés par les forces que certains lancent et qui après nous dominent. Moi, je dirais que tout le processus de la mondialisation actuelle, c'est un processus totalement incontrôlé qui emporte le vaisseau spatial Terre. Le développement des sciences n'est pas contrôlé, le développement des techniques n'est pas contrôlé, le développement de l'économie n'est pas contrôlé, la destruction de la biosphère n'est pas contrôlée, les fanatismes qui s'explosent ici et là ne sont pas contrôlés, la guerre de Syrie n'est pas contrôlée, l'affaire de l'Ukraine n'est pas contrôlée. Voilà, nous sommes emportés là-dessus.
Alors donc c'est là, et je termine là-dessus, puisque c'est le mot du premier du début qui revient, c'est là où nous avons d'abord besoin de conscience. Parce que pour pouvoir agir efficacement, il faut d'abord la conscience. On ne peut pas agir sans conscience. C'est ça le besoin absolu. C'est un effort, c'est un travail, c'est pas quelque chose de facile, mais c'est notre devoir aujourd'hui à nous tous. Conscience. Merci. On va arrêter les questions. On aurait aimé que les questions soient centrées essentiellement sur l'intervention de M. Edgar Morin, qui était très très importante pour nous, car ça a remis au moins sur le tapis aujourd'hui un débat très important, fondateur de la modernité, celui de le texte que vous connaissez peut-être, l'origine de l'inégalité parmi les humains, de Jean-Jacques Rousseau. Cette triple dimension de l'humain, mais nous allons reprendre ça à Damir. On va essayer de la mettre les trois axes importants, essayer de les reprendre et les discuter. Je crois que on va s'arrêter ici, mais j'ai une question entre les mains que je vais quand même donner à Monsieur Morin et pour répondre rapidement, parce que nos hôtes nous réponses brèves. Une réponse brève pour ces... Voilà. Est-ce qu'on peut remettre en cause le principe de causalité ou seulement ne pas être prisonnier de la causalité? Et puis la deuxième question, vous me rappelez cette phrase que je cite dans le livre La Voix de Karl Marx, qui éduquera l'éducateur? Alors, la première question, ce qu'il faut mettre en cause, c'est le principe de la causalité linéaire. C'est cause suivie d'effet. Point. Vous avez la causalité rétroactive. Qu'est-ce que c'est que la causalité rétroactive? Vous avez un système de chauffage. Vous avez un thermostat. Le thermostat indique la température qu'il faut atteindre et maintenir. Donc, le chauffage, la cause, va avoir son effet, qui est la température, mais l'effet lui-même va rétroagir sur la cause, c'est-à-dire que si la température baisse ou augmente, le thermostat va ranimer ou éteindre la chaudière. Vous avez donc une causalité circulaire qui est beaucoup plus intéressante que la causalité linéaire. Et vous avez aussi la causalité que j'ai appelée récursive. Et je répète quelque chose que j'ai dit, c'est une causalité où les produits sont nécessaires à la production de leurs producteurs. C'est-à-dire, l'espèce, la reproduction crée des êtres humains qui eux-mêmes continuent la reproduction. Les êtres humains créent la société qui elle-même leur donne la culture qui les accomplit. Voilà une causalité complexe. Autrement dit, il faut abandonner toutes les causalités simples pour des causalités complexes. Et puis, il y a des processus dont on ne connaît pas les causes. Il y a des processus microphysiques qui échappent à la causalité normale. Un objet peut se trouver en deux endroits en même temps. On ne peut pas dire pourquoi. Mais si vous voulez, nous avons besoin d'abandonner la causalité simple, mécanique et linéaire pour avoir une causalité complexe. Deuxième question. Oui, c'est Karl Marx, dans une de ses thèses sur Feuerbach, disait, on nous dit que l'humanité va s'améliorer grâce à l'éducation. Hein? Mais qui éduquera les éducateurs? Et c'est vrai que c'est un grand problème. Alors, le problème, c'est que les éducateurs, évidemment, actuellement, ils vont dans des universités, ils vont dans des instituts spécialisés qui les forment. Mais aujourd'hui, le vrai problème, c'est qu'ils sont formés de façon séparée et disciplinaire, et en quelque sorte, ils ont besoin eux-mêmes d'être éduqués par leurs élèves qu'ils éduquent.
Parce que c'est très important aussi qu'ils voient que si leur cours, ce qu'ils disent, a un sens. Alors, l'éducateur a besoin d'être éduqué et il a besoin aussi de s'auto-examiner lui-même et de s'auto-critiquer. Alors, vous avez un problème très grave aussi qui est parallèle, c'est nous sommes actuellement dans un monde où on multiplie les évaluateurs, les gens qui font les évaluations. Alors, les évaluateurs sont eux-mêmes évalués par d'autres évaluateurs. Mais finalement, personne n'évalue les évaluateurs suprêmes. Donc, il faut aujourd'hui introduire un courant critique qui permette aux gens évaluer, de pouvoir eux-mêmes contester l'évaluation dont ils sont victimes. Il faut donc, il y a une part qui doit être donnée aux éduqués de pouvoir, courtoisement, bien entendu, faire leur propre réflexion critique par rapport aux éducateurs. L'éducateur ne doit pas être enfermé dogmatiquement dans sa conviction qu'il est dans le vrai, il doit lui-même sans arrêt être ouvert et s'auto-examiner. Donc, si vous voulez, c'est un problème permanent qui nécessite cette chose qui est sous-estimée aujourd'hui, c'est l'auto-examen et l'autocritique. Il faut qu'on cultive cette pratique et je pense que celui qui cultivera ça pourra en tirer que des bénéfices moraux et psychologiques. Voilà. Merci à Edgar Morin et sachez que j'ai censuré les questions qui sortaient un petit peu du contexte. Merci.